Nous allons donc commencer ce numéro de Savaneco avec ce micro-trottoir réalisé par l'équipe de Savaneco qui recueille les avis des uns et des autres sur le franc CFA. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner le franc CFA pour la monnaie éco qui sera pour l'Afrique de l'Ouest? Oui, nous sommes d'accord pour si je trouve que nous allons avoir une monnaie paisible pour nous les Africains de l'Afrique de l'Ouest et laisser la France, puisque nous sommes fatigués de tout. Puisque le franc CFA, c'est une monnaie qui vraiment ne nous arrange pas. Si je trouve que nous avons notre propre monnaie qui va nous servir pour de bon, nous sommes très d'accord pour cela. Pourquoi vous dites que le franc CFA ne vous arrange pas? Puisque avec la dévaluation depuis 1994 jusqu'à ce niveau-là, ça dit actuellement, si je trouve que tu prends un 10 000 même francs, tu veux dépenser là, c'est-à-dire que du moment que tu fais sortir 500 francs même là, c'est-à-dire le reste même n'équivaut à rien. Okay. Donc vraiment, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Si je trouve que on a une monnaie qui va être permissionnelle pour nous, les Africains de l'Afrique de l'Ouest, si ça nous, qui va être convenable aux Africains de l'Afrique de l'Ouest là, ça va nous permettre de se servir tranquillement. Tellement là, si on a le franc CFA qu'on veut se déplacer pour aller peut-être en France comme ça. Les Européens, ils se déplacent, ils viennent ici, avec leur monnaie, ils s'enrichissent. Et nous, on a le franc CFA, quand on se déplace, on part chez eux, c'est une monnaie qui est faible. Donc, vraiment, nous ne sommes pas d'accord pour cela. C'est cet avantage-là que nous avons besoin. Peut-être que nous aussi, il y a une monnaie qui va être créée, qui peut avoir une équivalence à leur monnaie. Peut-être que comme ça, on peut être d'accord. Mais si je trouve que c'est eux qui seront au-dessus et nous serons toujours dans le bas, vraiment, c'est une décevance. Si la France ne serait pas membre, nous sommes partants. Mais une fois la France est membre de l'ECO, ça va revenir. C'est en notre nom du CFA qui reviendra en lieu et place de l'ECO. Mais si la France ne va pas s'intégrer, là, ça serait une monnaie pour les Africains. Voilà, parce qu'on a déjà vu tout ce qui s'est passé avec le franc CFA. Déjà avec des petites fuites avec, comment on appelle, l'armée française, ce qui se passe. Tout le monde demande que l'armée française se retire de notre territoire. Et si on doit changer le nom, et c'est toujours la France qui doit diriger notre monnaie, je crois qu'on préfère rester dans le CFA, dans la même souffrance, que de changer le nom de la souffrance. Mais selon vous, quel peut être l'avantage de cette monnaie? L'avantage de cette monnaie, d'abord, si ce sont les Africains qui vont gérer leur propre monnaie, une monnaie créée par les Africains, les Africains vont bénéficier. Mais si c'est une monnaie qui a été créée par la France, les Africains vont toujours souffrir. On ne va rien gagner dedans. Voilà. Okay, mais le délai qu'ils envisagent de mettre en place, c'est en 2027. Est-ce que cette date est raisonnable? La date même, ça a trop tardé. Depuis nous, on a entendu l'histoire de l'économie, on pensait qu'actuellement, ça devait voir le jour. Et si on nous parle encore de 2027, bon, on ne sait pas, peut-être 2027, on va parler de 2032, on ne sait pas. Sinon, selon nous, 2022, même l'éco devait commencer à circuler. Mais avec les leaders qui ne s'entendent pas, bon, 2027, c'est trop, c'est trop. On se disait même qu'en 2027, l'éco devait être fonctionnel ou opérationnel pour remplacer déjà le CFA. Mais jusqu'à présent, on nous parle encore de 2027, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être en 2023, on va nous parler de 2029, ainsi de suite. Pour moi, c'est une bonne idée. Ça permet aux pays de l'Afrique de l'Ouest de prendre leur vraie indépendance. C'est une bonne idée selon moi. Vous êtes prêt à laisser tomber le franc CFA pour la monnaie éco? Oui, oui. Nous sommes prêts à laisser tomber le franc CFA. C'est une bonne idée. Entre nous Africains, ça va nous permettre de se développer. Quant à moi, même si c'est en 2025, c'est bon. Non, selon moi, 2025, la même chose, c'est loin. Si on peut anticiper les choses, la même chose, c'est rapidement. On va avoir la paix. Moi, en tout cas, l'éco est la bienvenue. Mais à condition si l'éco sera carrément pour l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'est pas la France encore qui sera en tout cas dans la base des choses, en tout cas on est prêt pour accueillir l'éco. Mais si c'est la France toujours, qui sera toujours notre colonisateur qui va toujours fabriquer notre monnaie, ça veut dire que l'éco n'a pas d'importance. On reste carrément sur notre France et pas seulement. Peut-être un jour, on s'en sortira. Okay. Voilà. Mais quel sera l'avantage de mettre en place cette monnaie selon vous? Bon, pour moi,
D'abord, même être autonome d'abord pour l'éco, c'est déjà suffisant. Voilà. Il suffit maintenant et que si vous rentrez maintenant dans l'éco, si c'est Karma, c'est vous-même qui va fabriquer l'éco. Vous essayez maintenant d'avoir la tendance avec les autres monnaies. Voilà. Même les années à venir, vous pouvez essayer d'adapter maintenant, voilà, pour être un peu plus à l'aise. Si vous-même vous avez votre propre monnaie, voilà, vous ne dépendez pas de quelqu'un. Par exemple, quand vous allez voir, et la France CFA et puis l'euro, ça fait combien? C'est juste que 655 comme ça. Voilà, genre comme ça. Mais par exemple, si le coût, bon, on pouvait essayer de voir une petite tendance avec l'euro, ça peut nous arranger. La Messie, c'est toujours, ou bien encore l'euro va toujours monter en haut, et puis pour nous, là, c'est là, Karma en bas, comme ça, là. C'est pas la peine. Voilà, au moins, même si c'est à demi, au moins, même si c'est. Si l'euro sera au moins à 300 francs de l'euro, au moins, ça va. La Messie, bon, ou bien même si on pouvait même monter, voilà, là, on peut maintenant. Nous et les Blancs, maintenant, on peut essayer de voir maintenant. Moi, la date, en tout cas, bon, c'est en 2027, non? 2027, bon, c'est pas un truc. Mais il faut que d'ici là, qu'on aille des présidents, qu'on aille des chefs d'État qui seront responsables, voilà, pour pouvoir nous guider. Voilà, pour que l'éco soit carrément africain. Voilà, africain. Voilà. Et non français. Il n'y a pas de différence actuellement entre les ECO et le MOA et le français. Mais au-delà de tout ça, je reste pessimiste effectivement à l'aboutissement de cette monnaie ECO-là en 2027. Je dis cela parce qu'il y a plusieurs échéances qui ont été données pour l'avènement effectivement d'une monnaie de la CEDEAO. Mais nous n'avons jamais vu le jour. Donc je ne serais pas étonné qu'à partir de 2025 ou de 2026, on pousse encore des séances pour 2030. Donc, mais en tant qu'Africain et panafricaniste, je pense que si effectivement la CEDEAO arrivait à faire bloc pour avoir une monnaie souveraine, cela pourrait arranger les pays africains, pousser effectivement l'économie, nous permettre de sortir de ce sous-développement. Nous sommes donc de retour sur le plateau de Savaneko. Je me tourne vers vous, professeur Amidou Sawadogo. Dites-nous, c'est quoi le franc CFA? Bien, merci beaucoup. Le franc CFA a connu plusieurs définitions, mais je pourrais donner la dernière définition, la définition récente. Et il faut savoir qu'il y a essentiellement 3 francs. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique centrale et le franc des îles Comores. Et c'est d'ailleurs ces francs-là qui ont constitué ce que nous appelons la zone franc. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, c'est franc de la coopération de la communauté financière d'Afrique. Et le franc CFA de l'Afrique centrale, c'est le franc de la coopération financière africaine. Et donc, il y a déjà des différences à ce niveau. Mais il faut dire fondamentalement qu'en termes de taux de change, les deux ont le même taux avec l'euro. La communauté qui est chez nous, en différence avec la coopération pour l'Afrique centrale, c'est toujours 655,957 francs CFA. Et l'autre zone franc? Les îles Comores, oui. Ouais, c'est le franc des îles Comores, mais c'est aussi un autre franc. Mais la parité entre le franc... Exactement, 655 aussi, donc, 957. Toutes les 3 zones franc CFA ont la même parité avec l'euro. L'euro, exactement, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la même parité avec l'euro. Et il faut dire que la France, qui a servi de cordon pour que nous puissions avoir notre parité avec l'euro,
entretenait et entretient toujours des relations avec ses anciennes colonies, et c'est dans ce cadre que la parité a été établie. Peut-être qu'on pourrait revenir sur le mot d'établissement de cette parité, parce qu'avant la dévaluation de 1994, on avait essentiellement 1 franc français était égal à 50 francs CFA. Et avec la dévaluation, on est passé maintenant de 1 franc français donné maintenant 100 francs CFA. Et en 1999, avec l'avènement de l'euro, puisque les pays de l'Union européenne, c'est en 1999 qu'ils ont adopté l'euro, et la relation qui existait entre le franc français et le Deutschmark de l'Allemagne, c'était 6,55 957. Et donc c'est cette parité qu'ils ont prise pour... La conversion mécanique a donné maintenant 655,957 francs CFA. C'était la monnaie la plus forte de la zone euro? Actuellement, les pays qui se sont constitués pour faire l'euro, on n'oublie pas que l'Angleterre utilise toujours sa propre monnaie, donc ils ne sont pas dans cette zone euro. Sinon, la monnaie Angleterre, le livre sterling est encore plus forte que l'euro et même les autres monnaies. Maintenant, elle ne fait plus partie de... Non, l'Angleterre a conservé sa monnaie parce qu'il y a une relation dans l'histoire qui permet à l'Angleterre, et les Anglais ont estimé que depuis les guerres mondiales, c'est leur monnaie qui a servi quand même de pilier pour qu'ils puissent se relever, et donc ils ne voulaient pas se séparer de leur monnaie pour abandonner leur monnaie et puis utiliser l'euro dans les dépenses. Donc actuellement, l'Angleterre utilise toujours le livre sterling, et la notation internationale, c'est le pound de la Grande-Bretagne. C'est ça qu'ils utilisent toujours. Professeur Diarra, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur le franc CFA? Non, comme il l'a dit, le franc CFA, il y a 3 francs CFA. Mais le franc CFA qui concerne donc les 8 pays donc, de l'Afrique de l'Ouest correspond à cette unité monétaire qui a été créée depuis, disons, 1945. Juste avant même les indépendances. Et c'est une unité monétaire donc, qui permettait donc, de faire les échanges, non seulement entre les ex-colonies, donc la France en Afrique de l'Ouest, mais également avec donc, la métropole qui est chose de la France. Donc c'est pourquoi on parle de zone franc. Et en 1960, lorsque nos pays ont pris leur indépendance, ils ont conservé donc cette unité monétaire, et pour pouvoir harmoniser tout, ils ont créé ce qu'on appelle l'Union monétaire ouest-africaine en 1962. Donc aujourd'hui, en 1960, bien sûr, il faut raconter l'histoire. Le Mali a quitté cette zone monétaire pour créer donc sa propre monnaie, mais il est revenu en 1984. Et entre-temps, en 1997, la Guinée-Bissau a rejoint effectivement la communauté. Et donc aujourd'hui, nous avons 8 pays qui partagent donc cette unité monétaire, et c'est géré à travers ce qu'on appelle les accords de coopération monétaire entre ces pays et puis la France. On pourra revenir donc sur ces accords de coopération monétaire qui suscitent souvent donc des débats. Mais maintenant, justement, parlez-nous des accords de coopération monétaire entre la France et la zone franc de l'Afrique de l'Ouest. Ces accords-là, d'un point de vue économique, ces accords-là, il y a 4 critères essentiels qu'il faut retenir. Le premier critère, donc, c'est, je vais dire, la garantie de la convertibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez que si vous sortez avec 1000 francs aujourd'hui, vous arrivez à Sidi, au Ghana, c'est du papier, ça ne sert à rien. Ou vous envoyez un billet de 1000 francs donc, aux États-Unis, ça ne sert à rien. Donc pour pouvoir échanger donc, le billet de 1000 francs à une monnaie convertie comme le dollar, il fallait donc une garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays, donc tous les citoyens donc, des 8 pays là, ils font des importations. S'ils sont à court donc, de dollars ou d'euros, la France, à travers le Trésor, s'engage donc à donner ces euros qui sont en manque. Ça, c'est le premier critère, donc la garantie donc, de la convertibilité. Et la convertibilité devrait se faire à un taux d'échange fixe. Donc, comme il l'a dit, le taux d'échange, la valeur a évolué dans le temps. Le deuxième critère porte sur ce qu'on appelle la transférabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays donc, de l'Union
ont la liberté de transférer donc les capitaux d'un pays à un autre ou d'une zone à une autre, sans entrave aucune. Et donc ça permettait effectivement donc aux entreprises françaises, par exemple, qui résidaient donc dans la zone UEMOA, de rapatrier facilement donc les recettes ou en tout cas les bénéfices issus donc de leur activité. Et l'autre élément, c'est ce qu'on appelle la centralisation donc des réserves. Ça veut dire que si vous avez vendu à l'extérieur, vous avez eu des dollars, vous avez eu des euros, vous ne les utilisez pas, ça doit se terminer toujours au niveau donc, de la Banque centrale. Et donc il y avait deux niveaux de centrale. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc on dit une partie donc, de ces réserves doivent être transférées, bien sûr, donc, au Trésor français pour effectivement assurer la garantie de convertibilité de notre monnaie. Donc voilà ces éléments-là. Et bien sûr, le dernier critère, comme je l'ai dit, c'est le critère donc, de régime de change fixe, qui établit que le taux de conversion donc, du franc CFA donc, au franc français en son temps et après en euros est fixe et c'est tout le temps, mais avec possibilité d'ajustement. C'est parce que c'est fixe et il y avait possibilité d'ajustement qu'il y a eu la dévaluation de 1994. Voilà les 4 principes donc, qui gouvernent donc, les accords monétaires qui, du reste, ces accords ont été révisés donc, en décembre 2019 à côté. C'est ça. Professeur Sawadoko, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur les accords de coopération monétaire entre le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous parlons du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et la France? D'accord. Bien, je pense que c'est le sujet qui suscite les discussions. Le professeur Diarra a bien défini les 4 principaux axes de coopération avec la France. Et c'est là où ça suscite quand même beaucoup de discussions. Et on trouve des économistes qui pensent que ces accords nous favorisent. Et de l'autre côté, il y a des économistes qui pensent que ces accords-là sont beaucoup plus au profit de la France, mais pas au profit de l'Afrique. Je pourrais peut-être revenir essentiellement sur le taux de change fixe d'abord. Bon, sur le taux de change fixe, il faut le savoir, le taux c'est pas un taux de change fixe. Le régime qui existe entre nous et la France, c'est un régime de rattachement nominal à parité ajustable. C'est suffisamment clair. Ça veut dire que notre monnaie est attachée à l'euro. Oui. Mais à chaque fois qu'il y a de besoin, sur notre demande ou sur la demande de la France, alors on peut toujours réviser. Et il y a eu plusieurs révisions par rapport à ceci et la dernière révision a eu lieu en 1994. C'est ça que nous appelons dévaluation. Bien, mais c'est bien clairement écrit. Ça peut être sur notre demande, mais ça peut être aussi sur la demande de la partie française. Et donc, à ce niveau, on estime que, par exemple, actuellement, les économistes quand même qui travaillent sur ces genres de questions-là estiment que notre taux de change, bon, c'est en contradiction avec ce que vous nous avez fait voir. Parce que les gens pensent que la population, les citoyens lambda pensent que le fait que notre monnaie soit à 655 et quelques là, ça permet aux Occidentaux de venir ici acheter le maximum de biens et que nous ne pouvons pas acheter le maximum de biens à l'étranger. Mais en économie, c'est pas ça. Il faut que la monnaie, la valeur de la monnaie reflète les compétences de l'économie. Et il faut faire en sorte que votre monnaie-là doit, d'une manière ou d'une autre, se déprécier pour permettre beaucoup plus des exportations. Ce que les économistes souhaitent, c'est plus vendre et non pas plus acheter. C'est ça qui est essentiellement fondamental en économie. Et le fait que notre monnaie soit encore à 655,957, d'aucuns même pensent que c'est une monnaie forte sur les marchés et qu'on devrait encore baisser la valeur de notre monnaie, ce qui signifie augmenter encore le taux de change pour que ça puisse aller à 800, à 1000, voilà, francs CFA contre 1 euro. Voilà, parce que là, ça va nous permettre beaucoup plus de faire plus des exportations et d'importer moins. Et c'est l'objectif fondamental en économie, pour tout pays qui veut une certaine croissance économique. Donc, vous voulez dire que le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest ne reflète pas la compétence des économies de ces pays-là? C'est un sujet à discussion et il faut des données pour pouvoir montrer ceci. Mais on estime qu'il y a des pays qui sont plus développés que nous, mais leur monnaie, par rapport au taux de change qui existe sur les marchés financiers, leur monnaie a une valeur relativement moins cotée
que les nôtres, et en ce sens, ça veut dire que chez nous, ça freine, la parité actuelle là, freine beaucoup plus nos exportations et ça favorise beaucoup plus les importations. Professeur Diarra, quelque chose à ajouter par rapport à... Oui, j'ai cité les 4 critères. Il faut faire la part des choses. Il y a les conséquences liées par exemple à la garantie de la convertibilité par le Trésor français qui comporte des avantages et des inconvénients. Mais il y a également les avantages et les inconvénients liés au fait que nous avons ancré notre monnaie à une monnaie forte. C'est ça. Je précise que le fait donc d'ancrer sa monnaie à une monnaie forte n'est pas un cas spécifique de la zone UEMOA. Si vous regardez l'architecture des politiques d'échange aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que 60% des pays qui ont été classés par le Fonds monétaire international pratiquent soit un régime d'échange résolument fixe ou ajustable. 60%. Vous pouvez donner un exemple? C'est pour dire, par exemple, quand vous prenez les pays de l'Amérique latine, ils ont choisi à un moment donné des régimes d'échange encore plus drastiques. C'est ça. Donc c'est pour dire que, mais quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel choix? C'est ça l'enjeu et ce qu'il était en train de dire. De façon simple, lorsque vous ancrez votre monnaie à une monnaie beaucoup plus forte, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la confiance de la zone d'encre. Ça veut dire, celui qui garantit votre monnaie là, c'est un pays stable. Et à travers ça, vous avez sa confiance et ça crée une certaine confiance pour les autres partenaires. Et ce qui évite que votre monnaie ne soit fluctuante. Oui. Voilà. Donc maintenant, il y a l'autre élément, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de stabilité. Vous avez fait le cas de ça dans l'introduction. Ça veut dire que si vous avez choisi d'ancrer votre monnaie à une monnaie forte, vous avez cette stabilité. La stabilité macroéconomique, c'est-à-dire des taux d'inflation faibles. Et ça, vous le verrez dans tous les rapports. La zone franc, et particulièrement dans notre zone de l'Afrique de l'Ouest, a sur de longues périodes, 10 ans, vous allez trouver que le taux d'inflation est autour de 2 à 3%. Par contre, si vous partez dans un pays comme le Nigeria ou le Ghana, le taux d'inflation avoisine donc les 10 à 15% moyenne décennale. C'est pour vous dire, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une inflation faible ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Là, il parlait de débat. Dans tous les cas, les faits montrent que les pays à un niveau de développement donné, je le disais la dernière fois ici, le choix donc du régime dépend donc du stade de développement donc du pays. Lorsqu'il dit par exemple que le régime flottant doit favoriser donc les exportations, il faut se poser la question de savoir c'est quelle exportation. Est-ce que c'est pour favoriser l'exportation du coton? Ou est-ce que c'est pour favoriser l'exportation des mangues? Ou est-ce que c'est pour favoriser l'exportation de l'or? Donc les pays ont choisi d'abord de construire un tissu industriel solide et après quand ils ont fini ça, ils laissent fluctuer leur monnaie et l'industrie, les produits manufacturés, la boîte de tomates là, transformée là, à ce qu'on appelle une compétitivité prix. Donc lorsque votre monnaie, sa valeur baisse, vous arrivez à vendre moins cher. Mais si vous n'avez pas donc de produits dont on peut fabriquer rapidement et puis vendre, donc la fluctuation du taux d'échange n'a plus d'effet notable. Au contraire, lorsque vous avez un régime d'échange flottant dans ce contexte, puisque vous importez, nous sommes très dépendants donc de l'extérieur. Les importations, lorsque la monnaie donc augmente, comme les gens aiment le dire, sa valeur baisse, les importations deviennent excessivement chères. Et comme vous ne pouvez pas vous défaire donc de ces exportations-là, donc les ménages pauvres souffrent. Et c'est pourquoi quelqu'un disait, bon, quand je regarde le reportage, les points de vue des uns et des autres contredisent ce qu'on appelle le franc CFA pour les pauvres. Parce qu'ils n'ont pas compris, effectivement. Ils pensent que c'est le franc CFA qui doit lui donner à manger, c'est le franc. Non, c'est pas simple, c'est pas simple comme ça. Maintenant, l'autre élément, la convertibilité garantie par le Trésor français. Ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, vous avez donc souvent besoin donc, de devises pour faire vos importations. À un moment donné, si vous êtes à court d'euros, ou de dollars, ou de yens, ou de la livre sterling, le Trésor français s'engage donc à vous donner pour que vous puissiez faire vos importations. Mais en contrepartie, en échange de quoi? Mais c'est ça, en contrepartie de cela, vos réserves que vous avez eues, vous devrez déposer, c'était 65%, après c'est devenu 50%.
pour garantir. En 2019, voilà. Ils ont 40. Donc, pour garantir. Donc, effectivement, ça a des avantages et des inconvénients. Mais lorsque vos réserves sont, qu'est-ce que vous dites? Les réserves sont centralisées au niveau du Trésor français. Police d'assurance, donc auto. Donc vous allez verser par exemple 3 millions, je prends un exemple comme ça, 3 millions pour assurer votre voiture, donc qui fait par exemple 10 millions. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, vous pouvez avoir donc des problèmes dont les réparations peuvent dépasser peut-être les 3 millions. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc c'est exactement le même principe. Donc c'est pour dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages, comme nous l'avons dit, ça permet donc aux pays qui venaient d'être indépendants de disposer donc de réserves pour pouvoir faire face à leurs besoins d'importation, surtout d'équipements et de technologies. La question qu'il faut se poser, il faut qu'on situe les responsabilités. Moi je suis africain. Qu'est-ce que nous avons fait de cette facilité donc d'avoir des devises pour importer? C'est ça. Nous avons utilisé cette facilité d'importation pour importer donc des biens de luxe et vivre comme un Européen. Ça, il faut le dire. Vous pensez qu'un Ghanéen peut avoir accès comme ça au truc de champagne, quoi? Les devises, là, c'est des biens rares. Si vous voulez acheter une voiture, tant que vous n'avez pas les dollars ou les euros, vos francs CFA ne servent à rien. Donc la devise est un bien rare. Et donc on pourrait dire qu'à travers donc, ces accords-là, les citoyens donc, de la zone franc pouvaient avoir facilement accès donc, à des devises pour importer. Mais malheureusement, on a perverti ça pour importer autre chose. C'était pour importer de la technologie, exactement, pour permettre le développement économique. Exactement. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons fait autre chose. Et puis 50-60 ans plus tard, on commence à crier. Donc ce que je dis, c'est pas que c'est documenté. Ça. Donc il faut éviter, souvent quand je lisais, j'écoutais les reportages, il y a trop de non-dits, c'est malsain. On ne sait pas pourquoi ils font ça, mais il faut mettre les citoyens africains au cœur de leurs responsabilités. Les accords de coopération, c'est vrai qu'on trouve un peu malsain qu'un trésor français, un trésor gère une monnaie. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Si on part signer un accord, ce qu'il faut faire, c'est de travailler à optimiser les gains de cet accord. Il ne faut pas aller signer un accord et puis venir s'asseoir. Et puis après, on se lève, on dit que non, l'autre est en train de nous piller. C'est pas comme ça se passe. Tout accord a un avantage et des inconvénients. Maintenant, il revient donc aux Africains, dans leur coopération internationale, les accords qu'ils signent là, qu'ils arrivent à les exploiter à fond, à faire en sorte que ces accords-là puissent produire donc, les gains pour l'amélioration des conditions donc, de vie donc, de ces Africains-là. Vous avez dit un accord a des avantages et des inconvénients. Oui. Vous avez parlé tantôt des avantages du franc, de la parité, enfin des accords entre le franc CFA et puis le trésor français et tout. Mais quels sont les inconvénients? Les inconvénients, il se trouve que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un trésor qui va gérer donc, les réserves de change d'un pays ou d'un groupe de pays. Les réserves de change, comme je l'ai dit, ça peut être un bien rare. Et la Banque centrale pourrait les utiliser donc, pour pouvoir faire face à ces entrées et sorties donc, de liquidités en termes de réserve. Donc, mais on dit que les dépôts de réserve qui étaient faits dans les comptes donc, du Trésor, dans les livres du Trésor français étaient rémunérés.
Mais est-ce que c'était le bon taux? Donc ça, c'est des questions qu'il faut... Lorsque vous dites était rémunéré, ça veut dire... Ça veut dire que si vous avez déposé votre argent en banque, là, comme un dépôt à vue, dépôt à terme plutôt, il y a un taux d'intérêt, on vous paye. Donc il était dit que les dépôts étaient rémunérés au taux de prêt marginal de la Banque de France et c'est devenu la BCE par la suite. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut que c'est le meilleur taux? Ça, c'est un enjeu. Maintenant, il y a d'aucuns qui disent que la France utilisait donc ces réserves-là pour faire ces choses. Tout en oubliant que ces réserves ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'économie française. Nous ne sommes pas en train de dire... Non, nous sommes en train de dire, nous avons étudié quelque chose, il faut le dire, pour qu'on puisse prendre nos responsabilités. C'est tout. Professeur Sawadiko, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qu'on vient d'écouter? Non, je pense que le professeur Diarra est vraiment dans le sujet et ce qu'il vient de dire sur le compte d'opération, c'est exact. Parce que le compte d'opération, pour caricaturer et faire plus simple, supposons que nous ayons ouvert un compte courant dans une banque. Et si nous avons des avoirs, on peut les déposer. Mais si nous souhaitons aussi emprunter, nous pouvons emprunter en cas de difficulté. Et ce que le compte d'opération nous dit, c'est essentiellement que vous faites des exportations. Et les avoirs que vous avez sous forme de devises, essentiellement en dollars, en euros et le yuan de la Chine et autres devises. Lorsque ce sont des devises fortes, vous les déposez essentiellement au Trésor français. Bon, il y a un quota et ce quota a évolué. C'était au départ 100%, on est passé à 65%, à 50%. Depuis 2019, on nous dit vous avez la liberté de garder ça là où vous souhaitez. Mais est-ce que c'est effectif? Oui, maintenant c'est effectif. Mais c'est effectif sur papier, mais nous avons encore des devises qui sont encore gardées au Trésor français. Ça aussi, il faut le dire clairement pour que les gens puissent le savoir. Mais ce n'est pas sur obligation. Ça, c'est notre gouvernorat qui estime que c'est encore mieux de garder encore des réserves au niveau du Trésor français. Et dans ce compte d'opération, ce qu'on a constaté, c'est que le professeur Diarra l'a dit, si nous souhaitons importer des biens et des services et que notre franc CFA, les autres, ceux qui commercent avec nous ne veulent pas cette monnaie parce que ce n'est pas une monnaie forte, alors nous puissions convertir nos francs CFA en dollars ou en euros. Et principalement, ce qui concerne la parité, c'est convertir en euros. Et à partir de l'euro, maintenant, on peut convertir toute autre forme de devise que nous souhaitons pour pouvoir faire les importations. Mais là où je suis totalement d'accord avec le professeur, c'est que c'est les Africains même qui n'ont pas effectivement jouer leur rôle. Parce qu'il a bien si dit, si on vous donne la possibilité d'aller importer des biens d'équipement, des biens d'investissement, pour pouvoir bénéficier d'une certaine technologie et produire encore davantage, non seulement en masse mais en qualité, et vous utilisez ça pour acheter des biens de luxe, des biens de consommation, des biens périssables, des biens pour vous faire plaisir à court terme, alors il y a essentiellement un problème. Et c'est ça aussi qui explique en partie le retard africain. Mais la responsabilité n'est pas seulement africaine, mais la France aussi qui a signé les accords, et ça il faut aussi le dire, parce que tant que la France ne trouve pas ses intérêts, elle ne serait pas dans cet accord. Et c'est toujours une question d'intérêt. Et en signant cette convertibilité illimitée, la France permet aussi à ces entreprises qui sont en Afrique de pouvoir, et avec le mécanisme d'une certaine transférabilité, de pouvoir transférer leurs gains qu'ils sont en train d'accumuler en Afrique, dans les pays occidentaux. Et même mieux, et ça encore c'est un problème africain, il y a certains Africains, du fait qu'il y a cette stabilité, du fait de la confiance de la monnaie française à l'époque et qui est devenue l'euro, les Africains qui, généralement l'élite, se permet de payer, entre guillemets aussi, soit des maisons, soit des choses de luxe dans ces pays développés. Et certains deviennent, entre guillemets, des propriétaires d'immobilier dans ces pays. Au lieu de venir investir en Afrique, les gens estiment qu'il n'y a pas une certaine stabilité, surtout une question de sécurité. Et à tout moment,
comment on appelle ça, ce qui est propriété, l'agent économique peut se voir exproprié de ses biens. Et donc, par conséquent, ils estiment qu'il faut aller sécuriser les fonds là où il n'y aurait pas essentiellement ces genres d'expropriation. Et là, ce sont les pays développés. C'est pas seulement la France, mais si vous prenez pratiquement tous les pays développés, les Africains les plus nantis et qui savent quoi faire avec la monnaie, la plupart du temps, ils vont acheter des biens d'investissement dans ces pays. Nous avons, dans le micro-trottoir que nous avons suivi, les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour que les pays africains, quittent la zone franc CFA pour la zone éco. Selon vous, parce qu'ils disent qu'on va acquérir une forme d'indépendance, nous allons nous développer, il y aura moins de souffrance et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça c'est un sujet passionnant, mais je pense qu'il faut dépassionner le débat à ce niveau parce que on l'a toujours dit ici, c'est pas la monnaie qui fait la force de l'économie, mais c'est l'économie qui fait la force de la monnaie. Et ça, c'est suffisamment clair. Mais d'aucuns pensent qu'une fois que nous allons avoir l'éco ou l'appeler autre chose, alors tous nos problèmes sont résolus. Non, les problèmes sont là. Mais là où je peux être d'accord avec eux, c'est une question de souveraineté. Et la monnaie, tout comme l'armée et la justice, ce sont des instruments du pouvoir politique. Et donc, du coup, si vous vous confiez, par exemple, pourquoi nous ne confions pas totalement notre armée quand même à l'ancien colon, quand même de tout piloter et de tout diriger. Donc il y a quand même une question de souveraineté à ce niveau. Et le fait de savoir que aujourd'hui nous pouvons gérer notre propre monnaie, je pense quand même que c'est quelque chose de fondamental. Nous voulons, mais nous pouvons. Je pense, moi personnellement, je pense que nous pouvons. Il y a des économistes qui pensent que nous ne sommes pas encore préparés pour pouvoir gérer notre propre monnaie. Mais je pense quand même qu'il y a des pays, quand même, si vous prenez tout l'espace UEMOA, toutes compétences confondues, toutes les sources, non, même UEMOA d'abord, n'en parlons pas de CEDEAO. Puisque déjà dans CEDEAO, si vous prenez le Nigeria gère sa propre monnaie. Et le Ghana gère sa propre monnaie. Et donc, du coup, si vous prenez tout l'espace UEMOA, si l'ensemble de l'espace UEMOA, on ne peut pas gérer notre propre monnaie, il y a un problème. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont faisables. Mais vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Si vous voulez gérer votre propre monnaie, il faut vous attendre à ces conséquences et être prêt. Il y a un taux de sacrifice d'abord à consentir pour que nous puissions avoir des fondamentaux suffisamment solides. Et il faut faire en sorte pour que cette monnaie soit viable. Le risque, la plupart du temps, certains économistes qui craignent et qui pensent que ce n'est pas le moment, c'est parce qu'ils pensent que si nous nous déconnectons de la France, nous allons perdre la confiance que nous avons déjà sur les marchés financiers. Certes, c'est vrai, mais c'est à nous de travailler pour établir cette confiance. Nous allons perdre cette convertibilité illimitée. C'est normal. Si vous estimez que vous n'allez plus déposer vos réserves à ce niveau, vous ne voulez plus être coaché, entre guillemets, par la France, il faut assumer vos responsabilités sur les marchés financiers. Et c'est aux Africains de travailler pour y arriver. Je pense que c'est à l'habitant de l'espace CEDEAO et de l'espace UEMOA de prendre ses responsabilités et de travailler pour pouvoir y arriver. Il y a une chose où moi je suis convaincu. Personne ne pourra venir faire notre développement. Et si vous prenez aussi la question de la monnaie, il y a un terme quand même que beaucoup de gens nous appellent toujours. On n'aime pas trop discuter. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le seigneuriage, qui est une taxe liée à l'émission monétaire. Et là, je pense que si nous acceptons que ce soit, entre guillemets, la France qui imprime encore nos billets, c'est vrai, c'est suffisamment contrôlé, c'est hautement contrôlé. Et je pense que l'actualité récente a fait quand même savoir à plus d'une personne que, en fait, là où notre monnaie était imprimée, l'imprimerie a eu quand même des soucis, un incendie. Mais cela n'affecte en rien, hein, je précise, hein, il n'y a pas de perle bleue à ce niveau. Ça n'affecte en rien la qualité de notre monnaie actuellement. Mais vous avez parlé de la taxe... le CNRH, la taxe... Elle représente combien de pourcents? Non, ce n'est pas évalué en termes de pourcentage, mais c'est une possibilité de manipulation. Je prends un exemple pour vous montrer ceci. Par exemple, quand une banque centrale émet de la monnaie, celle qui crée, c'est les banques commerciales, mais celle qui émet la monnaie, c'est la banque centrale. Bien, ce qui est interdit et ce que la loi interdit, c'est la planche à billets.
la planche à billets est interdite. Ça veut dire que vous ne devez pas imprimer de la monnaie sans contrepartie. Mais dès lors que ce n'est pas vous qui contrôlez ça, c'est très difficile. Vous mettez des barrières, vous mettez le contrôle. Mais on a vu essentiellement à l'époque des guerres, l'Allemagne a dû imprimer des francs français et surtout les livres sterling pour mettre sur les marchés, pour faire en sorte que la monnaie anglaise et la monnaie française perdent leur valeur sur les marchés. Et ça constitue un problème fondamental. Actuellement, si nous voulons nous séparer essentiellement de la France, j'aime toujours le dire à chaque fois que j'interviens, il faut savoir divorcer, et ça s'appelle le divorce stratégique. Si vous ne savez pas vous séparer de façon douce, les conséquences à court terme peuvent être désastreuses, et vous aurez voulu revenir. Le Mali l'a déjà fait, et ils ont quitté la zone franc CFA, mais ils sont revenus. Et je pense que la Côte d'Ivoire a tenté à un certain moment de quitter avec à l'époque de Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas des choses qui ont marché. Et je pense actuellement que si la France aussi veut continuer les accords avec nous, c'est qu'elle gagne fondamentalement quelque chose. Le professeur Diarra, dans le micro-trottoir que nous avons suivi, il est dit, quitter le franc CFA pour l'éco, c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de nous développer, nos souffrances, nos difficultés seront finies, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est donner trop de puissance à la monnaie. La monnaie n'a pas cette force, nous l'avons dit une fois ici. La monnaie ne peut pas tout faire. C'est normal qu'ils estiment, parce qu'en écoutant certains discours, on comprend pourquoi les gens tiennent ces propos. C'est ça. Je ne peux pas comprendre, quand vous parlez de gérer notre monnaie, moi c'est le terme gérer, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas insulter des centaines de fonctionnaires de la Banque centrale aujourd'hui des États de l'Afrique de l'Ouest qui n'arrivent pas à gérer notre monnaie. Vous parlez de quelle gestion de la monnaie? Il faut que les termes soient clairs. Quand quelqu'un me dit la gestion de notre monnaie, parce que si vous n'êtes pas d'accord sur le concept, vous ne pouvez pas débattre. Gérer la monnaie, c'est quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez une banque centrale qui a des centaines d'experts, je ne connais pas le nom, mais qui gère cette... C'est parce que la monnaie est bien gérée que nous avons des taux d'inflation à se faire et que la monnaie est stable. Et vous parlez de quelle gestion? Deuxièmement, lorsqu'on parle donc que la monnaie soit imprimée, je ne sais où, je l'ai dit plusieurs fois, en Afrique du Sud, à Zabroudaga ou bien en France, tant que cette monnaie n'est pas injectée dans l'économie, ce n'est pas de la monnaie. Vous pouvez aller à la Bécha, vous allez voir des milliers de tonnes de biens déposés, mais tant que ça n'a pas franchi donc, les portes de la Bécha pour rentrer dans l'économie, ce n'est pas de la monnaie. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est cette manie. Bon, c'est un problème d'information. Et moi, je préfère qu'on mène un débat franc pour permettre aux gens de laisser de côté ces petits trucs qui n'en valent pas la peine et qu'on va vers l'essentiel, et qu'on aille vers l'essentiel. Donc, gérer une monnaie, la banque, c'est du ressort d'une banque centrale. Maintenant, imprimer la monnaie, ça c'est autre chose. Si vous partez de l'impression de la monnaie, là, ce n'est pas les pays de la zone UEMOA seulement qui n'impriment pas leur monnaie. Parce que la technologie pour imprimer une monnaie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit clair dans les concepts. Et je l'affirme, la BCEAO dispose donc de compétences solides, peut-être plus solides que les compétences au Nigeria en matière de gestion monétaire. Maintenant, quand vous dites le régime de change flottant permet également donc d'avoir d'autres outils de gestion. Là, je suis d'accord en ce moment parce que si vous êtes en régime flottant, il faut d'autres outils de gestion parce que les taux de change fluctuent. On peut dire peut-être que notre zone n'a pas eu l'expérience de cela et c'est ça qui fait qu'on n'a pas pu utiliser ces outils-là. Mais c'est des outils de gestion comme tout autre outil. Donc il faut qu'on arrête de dire que nous n'avons pas d'expertise pour gérer notre monnaie. Non, pour moi, ça n'a pas de sens fondamentalement. Ok? Et quand ils disent le franc CFA, quand on va quitter, bon, on va aller à l'éco, voilà, nous serons indépendants. Par rapport à quoi? L'indépendance, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce que vous allez aller à l'éco que vous n'allez plus importer du pétrole? Est-ce que c'est parce que vous allez aller à l'éco que vous n'allez plus importer des haillons pour porter? Sortez, vous voyez les fuchs partout. Est-ce que c'est l'éco qui va venir nous dire on ne va pas importer du carburant, on ne va pas importer des habillements, on ne va pas importer du champagne, on ne va pas importer... Non.
Quand il parle de dépendance, c'est ça, ce que je suis en train de citer là, c'est ça qui crée la dépendance. Donc, nous l'avons dit, il faut que nous soyons clairs sur la monnaie ne permet pas de faire le réel. J'ai parlé tout à l'heure donc de la stabilité macroéconomique. Vous l'avez introduit dans vos propos. Lorsque vous avez la stabilité macroéconomique, chaque instrument, on le dit, doit être affecté à un objectif donné. C'est-à-dire, vous êtes ici, vous êtes présentatrice. Voilà votre rôle. L'autre est là, lui, les techniciens. Voilà son rôle. Et ça se complète. En matière de gestion d'une économie, c'est exactement la même chose. Vous avez la monnaie et vous avez le budget. Donc on dit pour pouvoir vous développer, il faut un environnement stable. Et on dit que pour la stabilité, c'est la monnaie qui assure ça, parce que c'est la monnaie qui est mieux placée pour assurer la stabilité. Mais alors, quand la stabilité est assurée, le budget, on fait quoi? C'est le budget qui doit prendre le relais pour fonder l'économie réelle. Mais qu'est-ce que nous faisons à nos budgets? Vous avez des déficits qui sont exorbitants. Qui respecte les critères de convergence dans l'UEMOA? Personne. Et on s'assoit, on jette la faute sur les autres. Regardez, prenez les critères de convergence. Qui les respecte? Professeur Diarra, nous allons revenir sur... La masse salariale sur les recettes fiscales au Burkina Faso, c'est près de 60, plus de 60%. Or, on a dit que ça doit être à 40%. Professeur Diarra, nous allons avancer. Nous aurons l'occasion de discuter de ce point dans une autre émission, je l'espère vraiment. Mais je veux vous poser une question par rapport à notre thème et tout. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, est-ce une opportunité ou un obstacle à la création de l'éco? Alors, d'un point de vue technique, la gestion d'une monnaie, comme je l'ai dit, la bonne gestion d'une monnaie est jugée à l'aune de la stabilité qu'on a pu observer. Donc, quand nous regardons en termes de stabilité, contrairement à ce que les gens disent, nous avons une zone stable qui montre qu'on a eu plusieurs décennies gérer une monnaie à 7, ensuite à 8, et qui fonctionne avec ses avantages et ses inconvénients naturellement. Nous sommes en train d'aller donc vers une monnaie à 15. La théorie est claire là-dessus. Il y a des principes comment on gère une monnaie à 15 ou à 8 ou à 2. Il n'y a pas, on ne réinvente pas la roue. Nous disons que il est bien clair que nous avons eu l'expérience de gérer une monnaie à 8. Ça, nous avons cette expérience. Et de ce fait, si on doit aller vers une monnaie à 15, les principes de gestion que nous avons déjà acquis, ça peut être capitalisé. Ok? Donc, ça, c'est pour moi, on doit capitaliser donc l'expérience vécue à les 8 pays pour pouvoir aller vers une bonne gestion de la monnaie donc des 15. Ça, c'est d'un point de vue technique. Mais d'un point de vue géopolitique, vous avez deux blocs. Et vous avez d'un côté donc le bloc UEMOA, dont la Côte d'Ivoire est le leader, et de l'autre côté vous avez le Nigeria, donc, qui est le leader des 7 autres. Alors, quand nous voulons créer une monnaie, il est important que, à toutes sortes d'intégrations, il est important d'avoir un leader. Maintenant, cette histoire donc de géopolitique peut faire dire que le fait qu'il y ait le franc CFA, balisé donc par l'ex-colonie, constitue donc une entrave. Et c'est pourquoi, pour pouvoir aller vers cette monnaie des 15 là, il a fallu relire les accords de coopération monétaire en 2019. Maintenant, les autres éléments, c'est une stratégie de communication. Parce que la monnaie, on ne peut pas s'asseoir comme ça sur un plateau de télé et puis tenir un certain nombre de propos. On dit jusqu'à présent la convertibilité donc du franc CFA donc est garantie. Par quoi? Ce n'est pas dit. Mais je suis sûr qu'aucun chef d'État aussi responsable ne peut fonctionner avec un mécanisme de garantie durant 60 ans. Et un bon jour, parce que la masse en train de marcher dans les rues, aller supprimer ça et puis venir s'asseoir. Ça ne se passe pas comme ça. Professeur, donc c'est une transition. Professeur Sawadogo, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Opportunité ou obstacle à la création de l'éco de la CEDEAO? Je pense que ça peut dépendre de l'analyse. Moi, je vois que ça peut être un obstacle parce que si nous voulons l'éco, ayons dans sa conception, allons-y dans sa conception initiale. La conception initiale de l'éco, c'est l'éco pour les 15 pays.
et non pas l'éco pour les 8 pays de l'espace UEMOA. Et le fait que si nous désolidarisons et que nous y allons déjà tout seuls. Je rappelle que selon les accords et selon ce que nous avons entendu dire, par exemple, notamment par le président Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas une désolidarisation, mais nous voulons aller d'abord et ensuite les autres vont nous rejoindre. Et c'est là, la fois dernière, je l'ai dit ici, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le Nigeria, quand même, qui est une puissance, une grande puissance économique en Afrique, bon, si on s'entend avec le Nigeria pour pouvoir y aller déjà, seul même avec le Nigeria, c'est plus facile pour les autres de nous rejoindre. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le géant qui rejoint le plus petit, malheureusement, mais c'est toujours généralement l'eau qui coule vers une rivière, quoi. Les ruisseaux là, ça va couler vers une rivière. Et si vous souhaitez le contraire, ça va être très difficile. Et donc moi je pense que peut-être ce qui coince avec le Nigeria, c'est, on l'a tous dit, hein, c'est, comment on appelle ça, les accords avec la France. Parce que reposer encore l'éco de l'espace CEDEAO avec sur l'euro, moi je pense que les Nigériens ne souhaiteraient pas ça, ils ne voudraient pas ça. Sa monnaie déjà flotte sur les marchés. La monnaie nigérienne déjà flotte, le naira du Nigeria flotte déjà sur les marchés. Et le Nigeria voulait encore que sa monnaie puisse être arrimée à plusieurs autres monnaies convertibles. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais là où je pense que puisque si nous faisons l'écho de l'espace UEMOA, ça va se reposer encore sur l'euro. Et c'est ça aussi qu'il faut dire. Mais la conception initiale, c'est de trouver un panier de monnaie pour que notre monnaie puisse flotter en fonction de ce panier de monnaie. Ce n'est plus un taux de change fixe. Ça ne serait plus seulement arrimé à l'euro ou seulement au dollar, mais ça peut être 5 monnaies sur lesquelles notre monnaie, et on sait calculer à travers un pivot, on sait calculer ce taux de change. Et je voulais revenir aussi sur... Rapidement, parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin, professeur. D'accord. Pour demander au professeur Diarra de ne pas s'énerver, parce que quand nous parlons de la gestion essentiellement de la monnaie, et on dit par exemple que la BCEAO ne gère pas par exemple sa propre monnaie, c'est pas que la BCEAO, la Banque centrale, ne gère pas sa propre monnaie, mais c'est une gestion exclusive dont nous parlons, puisque tant qu'il y a encore des accords de coopération avec la France, c'est normal d'avoir des accords de coopération, mais des accords de coopération monétaire avec la France, c'est que c'est une monnaie co-gérée. Et là, il faut que nous reconnaissons ça. Il faut que nous acceptons tous que c'est quand même une monnaie co-gérée, parce que la France aussi a son mot dans la gestion de notre monnaie. La preuve est qu'elle participait au conseil d'administration de la BCEAO. Elle participait d'ailleurs à toutes les instances, quand bien même les membres qui sont désignés dans ces conseils-là n'ont pas de voix délibérative, mais ce sont des voix consultatives. Mais je vous donne l'information, par exemple, les décisions qui se prennent à la BCEAO, que je pense connaître quand même assez bien, les décisions sont généralement prises à l'unanimité. C'est ce qui est souhaitable. On dit, faute de ça, ils peuvent voter. Mais la plupart du temps, et si vous prenez l'histoire de la Banque centrale, ils n'ont jamais voté. Je ne sais pas dans un passé de ça. C'est pratiquement toujours à l'unanimité. Excusez-moi, professeur. Et c'est toujours à l'unanimité. Et dans cette unanimité, quand on dit par exemple que vous pouvez voter, et les votes aussi, c'est pas écrit que c'est sur bulletin secret. Ça ne s'est pas présenté. Mais au cas où ça arrive, si quelqu'un a une voix consultative, vous pouvez le consulter, il donne son point de vue. Si vous ne vous entendez pas, vous devez voter. Et qu'il est dans la salle, je pense quand même qu'il y a quand même quelque chose. Mais fort heureusement pour nous, tout ça, ça fait partie maintenant du passé, parce que les nouveaux accords que nous avons obtenus en 2015, qui ne sont pas signés, je rappelle, et en 2019, qui ne sont pas signés, je rappelle, nous avons la possibilité d'aller déposer notre monnaie là où bon nous semble, y compris aussi les trésors français. Mais le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, obstacle ou opportunité pour l'écho de la CEDEAO? Il y a les deux, parce que, pourquoi je dirais qu'il y a les deux? C'est une opportunité parce que nous avons géré une monnaie commune pendant plusieurs années. Déjà, dans la gestion, c'est déjà une bonne chose. Mais si nous y allons, sans les autres actuellement, j'avoue que c'est un obstacle en ce sens que ce n'est pas l'accord initial que nous respectons.
C'est sur ces termes que Savane Eco s'achève. En rappel, je recevais sur le plateau de Savane Eco les professeurs Amidou Sawadogo, qui est enseignant-chercheur à l'IBAM, et le professeur Mahamadou Diarra, qui est le président du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique. Merci à vous de nous avoir éclairé sur la question du franc CFA. Savane Eco, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.